Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau vélo podcast avec un invité spécial, aujourd'hui entretien spécial avec Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Suez. Salut Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. On avait dit qu'on voulait faire un podcast 100% féminin et c'est ce qu'on fait parce qu'après on va retrouver Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qu'on a l'habitude d'avoir avec nous pour débriefer notamment les dernières courses. Bon, forcément, je vais introduire mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut Stéphane, salut à toutes et à tous. Bon, FP, on est très content de recevoir Stéphane, on l'avait déjà eu dans Vélo Podcast, mais c'est vrai que depuis, il y a eu le Tour de France, il y a eu l'FDJ Suez qui a grandi encore et on est vraiment très très content de le recevoir avec nous. Ben oui, c'est vrai. Puis alors, comme Vélo Podcast, FDJ Suez a grandi. Non, mais j'ai envie de dire qu'en tout cas, FDJ Suez a une plus grande évolution que Vélo Podcast. Alors, heureusement pour vous. Oui. Mais c'est vrai que ouais, franchement, par rapport au tout début, où on parlait de cyclisme féminin aussi. Je me rappelle où on vous a reçu et puis où on a parlé de l'équipe Evita Music toute jeune qui était venue aussi chez nous. On voit l'évolution aujourd'hui, la place que le cyclisme féminin prend, et je trouve ça super intéressant d'en parler avec toi, Stéphane, parce que vraiment, le cyclisme féminin aujourd'hui compte dans le paysage médiatique sportif et plus que dans le cyclisme en fait. C'est sûr, on est plus un sport mineur aujourd'hui en termes de visibilité. Les chiffres sont importants. C'est vrai qu'on a commencé tôt nous l'équipe sous la forme de Vienne Futuroscope en 2006. On a dû être tenace pendant quasiment 10 ans parce que personne croyait en nous pendant 10 ans. Et ensuite c'est venu progressivement et là il y a un pic. Oui, le Tour de France Femmes a été l'événement qui a boosté notre visibilité, mais je dirais même juste avant il y a eu le World Tour, la période Covid et il y a eu le Paris-Roubaix. Et le Paris-Roubaix femmes a été quand même pour moi, le premier déclic parce que la victoire de Lise Deignan, une maman sous la pluie, ça glissait, elle est pas tombée. Voilà, faut se rappeler de cette course-là qui a été la première grosse marche, la deuxième grosse marche, c'était le Tour de France femmes. Et après, ça a éclaboussé toutes les courses. Et aujourd'hui, voilà, la visibilité du cyclisme féminin ne cesse de grandir. Les chiffres sont importants. Juste les chiffres de France TV sur Liège-Bastogne-Liège, c'est plus d'1,9 million de téléspectateurs. Voilà, c'est pas des petits chiffres si on les compare au sport en général. Et vu la répétition de ces événements qui font la visibilité, on est en train de devenir un sport visible dans le paysage du sport tout court. Et si je me trompe pas, je pense que l'audience femme donc pour la Liège-Bastogne-Liège est supérieure à l'audience masculine juste avant. Il me semble. Je sais qu'elle est dans pas mal de pays, elle est supérieure, comme les Pays-Bas et la Belgique. Elle est pour moi légèrement inférieure. Alors après, c'est dépend si on demande au pic ou à la moyenne. Mais ça, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Moi, la moyenne que j'ai, c'est dans toutes les classiques qui ont été sur France TV, on a moins de 20% de décalage entre hommes et femmes. Et en Belgique et aux Pays-Bas, on est à moins de 10% et on a souvent des scores supérieurs. Voilà. Donc ça veut dire que vu l'audience et le business model du cyclisme masculin, qui est quand même sur des montants de budget importants, des rentabilités quand même assez importantes, qu'on voit qu'on est à nous à 10-20%, sachant que la première année du World Tour, le budget moyen homme-femme était divisé par 15, maintenant on est divisé par 8. C'est hyper important, mais ce qui peut faire peur, c'est la vitesse de croissance. Aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on stabilise notre sport avec une vitesse qui est à 2 chiffres tous les ans. C'est vrai que quand on voit l'exposition, on revient aussi sur la densité qu'il y a dans le cyclisme chez les femmes et on se rend compte que la densité, elle est assez importante. Le haut niveau augmente aussi de plus en plus vite. Et on a l'impression aussi que y a plus de suspense que chez les hommes et ça peut aider aussi à la croissance où on a des ogres complets chez les hommes avec les Pogačar, les Van Der Poel notamment, et chez les femmes c'est vrai que c'est plus débridé, c'est encore on reste encore dans la période avant l'hyper spécialisation chez les hommes où on a des femmes qui brillent toute l'année et avec des scénarios de course qui sont franchement super à suivre. Enfin, on a vu la campagne des classiques, notamment FP, tu peux confirmer. On s'est régalé sur la campagne des classiques. C'est pas parce que tu es là, Stéphane, mais Grace Brown qui gagne Liège-Bastogne-Liège, franchement, quand on est devant la course, on aime le vélo. Je pense que cette année, franchement, je crois que c'est peut-être la fois où j'ai le plus vibré. Alors parce que vous êtes une équipe française aussi,
mais je pense vraiment parce qu'en fait c'était voilà l'outsider qui est là, on sait pas trop ce qui va se passer. Elle tient tête au sprint. Enfin moi je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, c'est sûr. Alors, je mettrais un plus de guillemets sur le fait qu'on est en train de se spécialiser quand même. Vous voyez, prenez le cas Marianne Vos, qui est le cannibale de notre sport, qui arrive à gagner des étapes, qui arrive à gagner des grandes classiques, mais qui ne peut plus gagner un grand tour comme il y a 10 ans. On sait là où on va tendre et il y a encore plus d'aléas dans le cyclisme féminin. Déjà, on est un de moins. On est que 7 sur les grands tours, on est que 6. Ça change la donne. Il y a aussi un niveau qui est quand même moins homogène. Par contre, sur les 5, 6, voire les 7 meilleures équipes au monde, je pense que maintenant, le niveau de recherche et performance et d'analyse de l'entraînement est égal aux hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, mes deux directeurs de la performance pourraient travailler, je pense, dans n'importe quelle équipe au monde chez les hommes. Donc voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de professionnalisation, mais il y a de l'écart. Quand chez les hommes, ils vont être 20 équipes à travailler comme ça, avoir les moyens de travailler. Nous, on va être entre 5 et 7. Après, on est quand même sur un sport qui est pas mature et on voit des réactions qui font que le spectateur adore, que nous, on explose dans la voiture encore. Mais ça, c'est la beauté de notre sport, parce que ça a laissé de l'aléa. Dire, voilà, Christian Prudhomme qui était à côté de moi pendant l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, lui il va voir que j'étais en colère de la tactique de Grace Brown, a fait pas le sprint qu'on veut faire, elle se décale, voilà, qui a fait sa sortie de route. Mais c'est ce qui fait cette beauté qu'on soit pas encore sur des femmes qui sont 100% bah voilà, robotisées un peu par la tactique de course, qui ont envie de tenter des choses. Et des cyclistes comme Grace Brown, bah voilà, elle est sur un cyclisme où elle a envie d'attaquer quand elle a envie, de tenter des choses. Et on voit une Elisa Longo-Borghini qui est à peu près pareil. Mémoire dans l'échappée, il y avait Elie Chabet qui a ce tempérament où un peu c'est toujours all or nothing. C'est-à-dire, j'attaque, quitte à exploser. Chez les hommes, on l'a de moins en moins, clairement. C'est beaucoup plus contrôlé. Euh, je pense qu'on va garder quand même cette spécificité du cyclisme féminin, mais que la spécialisation va arriver et on le voit sur la haute montagne aujourd'hui. On le voit sur la haute montagne, on le voit sur le sprint aussi, où on a vraiment Lorena Wiebes, forcément, qui écrase le sprint mondial, et on voit une certaine concurrence qui arrive aussi, avec notamment Charlotte Cole pour aller concurrencer ces sprinteuses-là. On a commencé à effleurer un peu la saison de la FDJ Suez. On va quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui, et si Stéphane, je me trompe, tu me tapes sur les doigts, tu me le dis tout de suite, 9 victoires, avec notamment donc Grace Brown qui l'a emporté sur Liège-Bastogne-Liège. On a eu la victoire d'Evita Music sur le Tour d'Espagne, qui a été aussi retentissant devant une certaine Demi Vollering. On va en parler juste après, notamment de ce nom. Avec toi, cette saison que vous réalisez avec la FDJ Suez, Stéphane, est-ce que elle te surprend ? Je pense que non. Et est-ce que elle est dans la continuité, en tout cas dans l'objectif que vous voulez vous fixer dans les prochaines années ? Oui, elle me surprend pas. Pourquoi? Parce qu'on a écrit l'histoire de l'équipe en plusieurs phases, un plan stratégique qui était de 2020 à 2023, qui étaient les 4 premières années du cycle World Tour. Et cet hiver, on s'est planché sur un plan stratégique 2024-2028. Sur 2020-2023, c'était s'installer dans le cyclisme mondial en tant qu'équipe World Tour. Faut pas oublier qu'en 2019, on rentre dans les 8 World Tour, mais qu'on n'est que 17e au classement mondial. Donc, on est rentré en 2020 et 2021 sur des années Covid dans le top 10. On s'est installé à gagner une course World Tour par saison. 2022-2023, c'est 17 et 20 victoires avec plusieurs World Tours. Mais on s'est vu, voilà, on a vu nos lacunes sur certaines courses. Sur ce plan stratégique 2024-2028 qui est dans la continuité, ce sont les mêmes personnes, les mêmes valeurs, et, c'est très important de être capable de gagner les 6 monuments de notre sport, que nous on estime être des monuments au sein de FDJ Suez, et les 3 grands tours. Et pour ça, on a décidé de se spécialiser. Plus sprinteuse par exemple. Parce que pour gagner l'Estradé, les Flandres, Roubaix, les 3 Ardennes et les 3 grands tours, il n'y a pas besoin d'avoir sprinteuse. Donc on a fait ce choix de se spécialiser, de devenir une équipe de puncheuse grimpeuse, et ça a emmené ça avec ce côté qu'on aime bien de la haute performance qui est symbolisé par l'attrait qu'on a pour le contre-la-montre. Derrière, aujourd'hui, les victoires, il y a une victoire qui est symbolique. C'est la victoire de Vittoria Guazzini au Sama. On n'avait jamais, alors même si c'est notre 19e saison, on n'avait jamais gagné course pavée dans l'histoire de l'équipe. On a mis 19 ans à gagner course pavée. Et Vittoria représente ce qu'on adore faire, c'est-à-dire ce côté, on se porte vers l'avant, on attaque, et à la fin, on donne tout. Et Vittoria, elle n'est pas quelqu'un qui calcule beaucoup. Ouais.
C'est-à-dire, c'est elle donne tout. Si elle a plus d'énergie, elle a plus d'énergie, mais elle va au bout de son projet et elle a attaqué, elle a essayé de faire péter les autres. Bon, ça a pas marché. Il restait quelques secondes sur le peloton, mais elle a lancé le sprint de très loin. Et au final, elle était au-dessus, donc elle a gagné. Et ça traduit aussi le comportement d'Amber Crack, si je ne me trompe pas, sur Paris-Roubaix, qui nous a livré quand même une très belle course. Ouais, sur Paris-Roubaix, c'est la course pour moi. On a eu un mois de janvier très bon avec l'Australie, un super mois de février qui a commencé avec la victoire aux Émirats d'Amber, où après une défaillance la veille, sur une petite erreur d'alimentation, elle a tout donné, elle a déjoué le quadruplé des Works, clairement, et on a joué. Ça c'est notre temps, c'est notre tempérament. Après mars, ça a été un mois compliqué après le Samin, mais on a tout le temps joué. C'est-à-dire que, par exemple, prenez Gant Evelgame, on doit faire 28e, mais Grace s'attaque à 4 bornes de l'arrivée, ils se mettent à 5 pour rentrer sur elle à 400 mètres de la ligne. Donc, on a pris ça, et le recrutement d'Amber est symbolique de ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'Amber, elle gagne des courses, mais elle ne les vole pas, hein. C'est pas un hasard à chaque fois, hein. C'est-à-dire, et Paris-Roubaix, voilà, c'est une 5e place, mais avant, il y a eu l'attaque de Jadviel, on a eu Gladys et Marie qui sont portées de l'avant. Voilà, tout le monde a essayé de faire quelque chose. Et ce jour-là, Paris-Roubaix, la leader, c'est Grace Brown. C'est la seule qui crève, c'est la seule qui est pas devant. Les 5 autres, on prend une Alessia Vigia, premier Paris-Roubaix, au Reco, ça peut paraître compliqué, et dans le top 30. Mais c'est cette dynamique de groupe que, avant les Flandres, on aurait pu dire, il y a un peu de panique parce qu'on était redescendu 11e mondial. J'ai convoqué tout le monde. Donc là, je pense qu'ils ont eu un peu peur. Je leur ai dit, continuez ce que vous faites et surtout, il n'y a pas de panique. Nos sponsors nous supportent. J'étais clair que 11e mondial, c'est pas notre place, mais c'était des aléas de début de saison et qu'il fallait accepter, mais qu'au prochain point trimestriel, on n'en parlerait plus. Et les Flandres, c'était une super course. On a eu des chutes, on est revenu. Léa Curinier, qui doit rentrer dans la route d'Amy Vollering pour l'échapper, après 2 chutes et casser 2 vélos, à son aimant capteur qui se met dans sa chaîne. Le truc est improbable. Essayez ce petit bout de plaque sauter et se mettre dans un maillon. Imaginez, il faut que la chaîne soit, ouais. Mais j'étais pas du tout paniqué par ça parce que Léa avait aussi, voilà, pris le pli d'une Humbercrack d'attaquer. Et Paris-Roubaix, ça a payé avec une 5e place, mais c'était pas suffisant. Et on a retenté à l'Amstel, à la Flèche aussi. Liège a mis au fond, mais faut être patient. Quand on a une tactique qui est de toujours être offensif, faut savoir être patient. C'est pas comme au sprint où on peut cocher ou arrivant à une montagne où c'est la meilleure qui gagne ou un chrono. Quand on veut faire ces classiques-là avec la méthode qu'on applique, c'est-à-dire d'attaquer, harceler nos adversaires, faut accepter qu'on perde plus qu'on gagne. Est-ce qu'avec ce changement de stratégie 2024-2028, il faudra pas passer aussi à un changement de stratégie dans le tempérament offensif? Parce que quand on veut gagner les grands tours, il faut peut-être plus aussi contrôler que être offensif, non? Même si on peut être Oui, offensif, évidemment. en fait, ça va dépendre de quelle équipe on aligne au départ et d'être capable d'analyser nos forces et nos faiblesses. Et notre force, c'est d'analyser les forces et les faiblesses des concurrents. Et par rapport à comment on se situe, on est vraiment sur de la data pure, on adapte notre stratégie. Ce qu'on fait différemment maintenant, c'est avec participation de l'ensemble de l'effectif. C'est-à-dire que les filles sont vachement impliquées là-dessus et on essaye de monter un cran, c'est-à-dire qu'elles soient plus autonomes, de leur faire comprendre que c'est pas que le rôle du directeur sportif de faire la stratégie, il faut que la stratégie elle soit commune. C'est vraiment le gros gap et ça on le doit aussi avec l'arrivée de Liselotte Decroix comme co-directrice de la performance qui nous a apporté peut-être un souffle de fraîcheur, peut-être ce côté flamand ou ce côté un peu Jumbo-Visma, faut le dire aussi, où il laisse rien au hasard. Et voilà, ramener ça aux valeurs de l'équipe et le tempérament offensif qu'on avait, bah ça fait un bon mix qui fait qu'aujourd'hui on va jouer. Pour les grands tours, c'est différent. Ça n'a pas été le cas de la Vuelta. À la Vuelta, on n'a pas joué comme on a joué sur les classiques parce que on savait que Evita était en grande forme. Il n'y avait pas d'autre alternative. On protégeait Evita. On avait une Grace Brown qui était on peut dire sur coussin d'air après Liège, et qui avait décidé qu'elle a voulu mettre Evita dans les meilleures dispositions, sachant que pour elle, ce qu'elle aime faire, c'est éliminer les adversaires une par une et les fatiguer. Donc voilà, la Vuelta était typique, un exemple. On a adapté notre stratégie. Tu as cité le nom de Liselot de Croix. J'ai une question notamment de Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, qui est notre partenaire de podcast habituel, qui m'a transmis cette question. Pour toi, Stéphane, je te la relais. On a vu depuis le début de saison le retour au meilleur niveau de Jadviel et surtout l'éclosion, il a mis entre guillemets, de Léa Curinier. Peut-on dire que l'arrivée de Liselot de Croix a insufflé un nouveau souffle à ses coureuses? Oui, c'est sûr que Jade, faut pas oublier qu'elle vient de plusieurs années de blessures.
et que là, elle est à 100% sur le vélo depuis l'année dernière, qu'elle est montée en puissance tout au long de l'année 2023. Liselott, tu fais beaucoup, beaucoup de bien. En fait, ce qui est important, c'est la complémentarité entre Flavien Soenen et Liselott, où elle a pris ce qu'elle aimait faire chez Jumbo-Visma, l'a apporté chez nous, et Flavien a su traduire avec les valeurs de l'équipe pour trouver une corrélation avec nos directeurs sportifs et moi-même. Chaque lundi, par exemple, on a mis en place une réunion où on met tout à plat, ce qu'on a fait encore aujourd'hui. Et c'est vrai que Liselott nous a apporté, mais elle a su aussi s'adapter à ce qu'on faisait bien avant, sans le juger, même si voilà, elle pense qu'on met plus trop de rondeur et on perd du temps en France. Bah, elle s'adapte au fur et à mesure. Mais l'impact sur une Léa, c'est que Léa vient de DSM. On aurait pu dire, voilà, ça n'a pas changé. Pourquoi? Beaucoup me disent, mais comment vous avez pu transformer Léa? DSM a très bien travaillé avec Léa, mais a travaillé pas pour elle, pour la place de Léa au sein du collectif. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que Léa, elle s'épanouit humainement, et c'est que le début de la progression de Léa Curinier, c'est que le début de la progression de Jade Viel. Et c'est sûr que Liselott a cet aspect aussi, elle a quand même un doctorat en physiologie du sport, j'ai la chance d'avoir deux directeurs de la performance dans la même équipe, qui n'ont pas de hiérarchie entre eux, qui t'apportent au quotidien, parce que je pense qu'ils passent au moins 2 heures par jour ensemble, qui fait progresser tout le groupe, clairement. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question par rapport à ça, Léa Curinier, c'est un bon exemple. À DSM, elle avait ce rôle d'équipière, évidemment. Comment on convainc une cycliste comme elle de venir chez vous dans votre collectif et de lui donner une place peut-être plus importante que simple équipière? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, parce que plus on grandit, plus aussi les places de leader, de leaders, c'est des places fixes, elles bougent très peu. Et comment ça se passe au niveau, ça se joue au niveau de la discussion? Est-ce que ça se joue sur autre chose? En fait, c'est vraiment autant l'initiative que de l'athlète que de l'équipe. La spécialisation de l'équipe avantage Léa Curinier aussi. Le fait qu'on n'avait pas de sprinteuse. Léa, 90% de son job, c'était Charlotte Kool l'année dernière. Et le 10%, c'était pour Juliette Labousse. Nous, on a toujours marché à plusieurs leaders. Le fait qu'on n'avait pas de sprinteuse, il y a des journées aussi, on peut jouer sa carte. Euh, et puis Léa, on avait été longtemps en contact. Je voulais vraiment l'avoir à la sortie il y a 2 ans. Elle avait choisi DSM, mais on est resté en contact. Et que l'année dernière, voilà, quand l'opportunité de discuter ensemble c'est arrivé, je lui dis voilà ce que nous on peut te proposer. Qu'est-ce que t'aimes? Et on a adapté ça. Et les entraîneurs après ont mis en place. Mais Léa est devenue aussi une de nos leaders, une cycliste très importante, comme on l'a vu sur le dernier Tour de Burgos, où elle emmenait Evita. Mais il y a aussi cette capacité qu'elle a de leadership en dehors du vélo. Aujourd'hui, Léa et Jade, c'est la garde rapprochée d'Evita. On l'a vu à Burgos, comme Coralie et Alessia étaient la garde rapprochée sur le début de course à la Vuelta d'Evita. Quand vous avez une leader comme Evita, qui fédère autant que Evita fédère, et j'avais jamais vu une leader fédérer autant qu'Evita, c'est assez simple de trouver le rôle de chacune, parce qu'elles sont épanouies. Et après chaque course, j'avais l'impression que le retour d'une Léa, c'était et quel plaisir de sacrifier pour Evita. Et quand Evita va moins bien, comme à Valence, dès le début de saison, Evita lui a dit, allez, c'est à toi. Et là, elle s'est retrouvée aussi dans un rôle qu'elle a assumé. Hier, le leadership, je vais pas vous le cacher, il était pour Léa. Et Léa était malade les 2 jours d'avant, mais Cécilie et Evita voulaient aller au bout du process de mettre Léa en haut de champ rouge le plus haut possible. Quand elle a suivi les 2 premières attaques, il n'y avait pas de problème. Quand elle a eu un coup de moins bien, et ça arrive parce qu'elle a un manque d'expérience et elle a été malade, et elle a toujours ce petit virus où c'est difficile de dire tu cours pas, elle a eu le choix. Chez nous, on a le choix. Le DSM t'impose. Alors, si ça va trop loin, c'est moi qui dis non, on ne joue pas. Là, on est à la limite de se dire est-ce que le virus, tu cours ou tu cours pas? Mais c'est cette force aujourd'hui. Et on n'en veut pas à Léa d'avoir raté. Hier, Vita fait 2e, mais Vita, elle est loin, loin, loin de la condition du mois de mai parce que les objectifs de Vita sont loin. Je pense que c'est dans cet épanouissement que Léa se retrouve et clairement grandit, ou peut-être c'est plus compliqué chez DSM et vice versa que des cyclistes de chez nous auront besoin d'aller chez DSM un peu comme chez des hommes où tu vas chez Vendée, tout est cadré et t'apprends le vélo. DSM c'est ça pour Léa. Ils lui ont appris, c'est eux qui lui ont appris tactiquement le placement, on va dire cette capacité à vraiment se sacrifier pour les autres et nous on la récupère et là ça marche parce qu'on met l'épanouissement personnel en numéro 1. Tu as parlé d'Evita Music, on va passer à elle. Tu as dit 2e place sur l'Alpe Grésivaudan classique en Haute-Champs-Rousse ce dimanche.
Evita Music qui fait un printemps quand même énorme. On va rappeler cinquième du Tour d'Espagne avec la victoire d'étape à la Laguna Negra. On a eu la 11e place ensuite au Tour du Pays Basque, la 2e place sur une classique Durango, et puis la 2e place au Tour de Burgos. Tu en parles beaucoup depuis tout à l'heure, Evita Music, une leader qui s'impose, les filles aiment rouler pour elle, elle était prolongée il me semble jusqu'en 2027 aussi. C'est l'avenir, c'est la tête de gondole de la FDJ Suez pour le futur. Déjà, parle-nous un petit peu de son printemps, mais aussi pour l'avenir, c'est la tête de gondole ou non? J'aimerais aussi qu'on rajoute la 4e place à la Flèche Wallonne d'Evita, où elle a fait 5e l'année d'avant. Ouais. Voilà, la montée en progression. Evita, c'est tout. C'est l'histoire de l'équipe, donc c'est quand même le passé, parce qu'elle est arrivée très jeune, elle est arrivée avant le World Tour dans l'équipe, elle a fait ses premiers stages, elle était encore mineure avec nous, donc c'est l'histoire, et c'est cette progression constante. C'est quand même la seule athlète où si vous tracez ses résultats depuis qu'elle est passée pro, vous pouvez tracer quand même une ligne. Alors à l'intérieur de la saison, vous allez comme ça, mais c'est une progression qui est très constante. Au niveau data, c'est parfait. Moi, entraîner Evita, je pense que c'est le plus grand plaisir d'un entraîneur. Tu sais qu'elle va te surprendre à chaque fois. Et elle gravit les marches une par une avec des qualités humaines en plus supérieures. Oui, c'est le présent, Evita. Chaque saison, on lui donne plus d'importance. Oui, c'est le futur. Le projet de l'équipe s'inscrit autour d'elle, avec elle. Alors, comme je l'ai dit, on est une équipe où on aime jouer ce co-leadership. On aime le manager. On aime aussi le vendre à nos sponsors que si une cycliste est malade, elle est blessée, il y a du monde derrière. Il n'y a pas de fatalité. Donc, Evita, c'est le présent et le futur, c'est sûr. Et c'est aussi l'histoire de l'équipe. Sur quoi elle doit encore un peu progresser, Vita, dans les prochaines années? Parce que moi, je pense forcément au Tour d'Espagne cette année, où elle perd 2 minutes, si je me trompe pas, sur l'étape de Saragosse. Ouais, dans les bordures. Dans les bordures. Alors, si je me trompe pas, ça arrive quand même assez régulièrement. Je vais pas exagérer, mais ces dernières années, c'est déjà arrivé. C'est quoi le problème d'Evita à ce niveau? Est-ce que c'est le placement? Est-ce que c'était une journée de moins bien? On le savait pas? Alors, c'est un problème qui est pas tout à fait réglé, mais qui est en grande progression. Faut reprendre que l'année dernière, quand elle avait perdu sur la Volta dans la bordure, elle était dans la 3e bordure. Là, quand il y a la bordure, elle est en 20e position. Elle perd Coralie Demey sur crevaison 500 mètres avant. Et elle est en 20e position. Et devant elle, à Leslie Degnan et Realini. Là où elle fait l'erreur. Et ça pète à 19. Donc déjà, elle pète pas en 40e ou 50e position. Il y a un gros travail qui est fait sur Evita. Et il n'y a pas de fatalité, c'est qu'elle l'a fait, et elle l'a fait dès le samedi, quand il y a eu rebordure à la Volta, où Evita est dans les 10 premières. Donc, il y a des circonstances. Je pense que voilà, la bordure a été faite au plus mauvais endroit, au plus mauvais moment. Ça fait partie du vélo. Derrière, on a été scellés et personne n'a voulu travailler avec nous. Phoenix est venu bien trop tard, Liv est venu bien trop tard, où on aurait pu soit limiter la casse, qu'Evita toute seule dans la bosse, à un moment, est rentrée à 27 secondes. Donc, on peut se dire que voilà. Mais sur le coup, SD Works a fait un gros coup de bordure, et on l'a perdu. Donc, c'est vraiment un sujet où on travaille fort avec Evita, mais je suis assez serein, vu comment elle en a conscience, comment elle le bosse, et l'envie qu'elle donne, et l'équipe qu'on est en train de construire autour d'elle. Donc on avait perdu quand même Victoria et Martha avant, donc on était que 5. Vous enlevez Coralie, plus 4. Voilà, il y avait tout pour que ça soit compliqué, et dès le samedi, on a réagi avec l'ensemble de l'équipe. Donc il peut maintenant y avoir des bordures sur les courses, ce sera pas à gagner d'avance, mais Evita a beaucoup progressé. Après, il faut travailler le chrono, qui va être l'étape d'après. Aujourd'hui, elle est très forte sur le punch. Sur les efforts longs, elle est forte, mais on sait qu'on n'a pas travaillé encore à 100%. Elle est très complète, elle va très vite pour une grimpeuse de sprint, et elle va très vite sur une arrivée punchy après un col. Et surtout, la force d'Evita, c'est qu'elle récupère très bien. C'est-à-dire, si un jour le Tour de France passe à 15 jours, la première qui va lever la main, c'est Evita. Donc voilà, et puis pas oublier qu'elle est 99. Qu'elle a été blessée quasiment tous les hivers, sauf cet hiver, depuis son début de carrière. Donc ça aide forcément sur la progression. Evita Music s'impose au Tour d'Espagne. La photo est magnifique parce que derrière elle, il y avait la maillot rouge. On va en parler quand même, il faut qu'on en parle, Stéphane. La rumeur de Mi Vollering à la FDJ Suez. Bon, il faut que tu nous en dises où est-ce que ça en est. Est-ce que c'est une simple rumeur ou est-ce qu'il y a plus que ça quand même? Il y a des discussions. Est-ce que comme Mbappé, la signature va arriver dans pas longtemps? Elle est officialisée au moment où on parle. Voilà, dis-nous en plus un petit peu. Déjà, Vollering est une immense championne. Vous voyez son palmarès, vous voyez ce qu'elle a fait sur le mois de mai. C'est la dernière vainqueur du Tour de France. C'est une immense championne et c'est un honneur
que cette rumeur qu'il l'envoie chez FDJ Suez arrive. Ça veut dire que le projet de l'équipe, il est validé. Après, on a un règlement qui est assez clair au niveau de l'Union cycliste internationale. Il peut pas y avoir d'annonce sous peine quand même d'amende assez importante avant le 1er juillet pour les femmes et non le 1er août comme tout le monde le dit, mais avant le 1er juillet. Et après, il faut respecter aussi les athlètes et les sponsors en face. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il est impossible de commenter et en parler. Et ma seule phrase, c'est que vraiment, c'est un honneur de se dire que n'importe quel athlète, parce qu'une fois qu'il y a Demi Vollering, je me dis tout le peloton peut être amené à signer chez nous, de se dire qu'on peut intéresser, c'est qu'on a franchi une étape. François-Pierre, si tu veux rebondir sur les propos de Stéphane. Très très honnêtement, quand j'ai vu la rumeur la première fois, je suis tombé de ma chaise en disant oh mais c'est pas possible. Ah, tu vois, c'est impossible. Je me suis dit c'est impossible. Je sais pas combien ça coûte, je sais pas. Je me dis ça doit être le budget de l'équipe, etc. Et après au fur et à mesure qu'on a les informations, alors voilà, c'est vrai qu'évidemment l'équipe, etc. Tout le monde annonce des discussions avancées. Moi je suis bluffé quoi. En tout cas, on va attendre le 1er juillet, mais si ça se confirme, si Demi Vollering signe à la FDJ Suez, on est peut-être sur une ascension pour une équipe française dans le vélo extraordinaire. Parce que moi je te dis c'est le transfert du siècle chez les femmes. Non mais chez hommes et femmes confondus. Chez hommes et femmes confondus. Parce qu'on peut parler de Peter Sagan chez Total, c'était pas attendu, mais c'était la fin de carrière. On peut parler d'autres coureurs. À notre époque, Mancebo chez AG2R, je sais pas si on s'en souvient, qui était aussi une grosse prise. Hein. Non, mais c'est vrai, c'était une grosse prise. Oui, Bellocchi aussi. Et Bellocchi aussi. Donc voilà, pour moi, ce serait la prise du siècle. T'as raison, en tout cas, pour une équipe française en vélo. Non, mais t'aurais tout simplement la meilleure cycliste au monde qui, au top de sa carrière, serait recrutée dans une autre équipe, et qui plus est, équipe française. Il y a de ça aussi qui fait que la rumeur, Stéphane, elle prend de l'ampleur et qu'elle attise forcément pas mal l'intérêt des médias, notamment français. Déjà, j'aimerais rappeler, voilà, on est une équipe française, mais on est avant tout une équipe internationale. On l'a prouvé ces dernières années. Alors, je sais que j'ai été critiqué pour ça, ce choix de mettre l'anglais en langue numéro 1 dans l'équipe, d'avoir fait beaucoup de process en anglais, d'avoir des leaders étrangères aussi. Mais moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'Evita serait au niveau qu'elle est aujourd'hui s'il n'avait pas eu, à côté d'elle, Marta Cavalli, Grace Brown et Cécilie Autrepleudvig? On est d'accord. Quelle autre question? Qui ne voudrait pas de Demi Vollering aujourd'hui? Ah non, mais c'est sûr et certain. Personne ne veut pas de Demi Vollering. Mais ce qui montre aussi, parce que au-delà de la confirmation, peu importe, rien que savoir que Demi Vollering croit au projet et accepte de discuter, parce qu'une championne de son niveau peut très bien dire c'est gentil, mais alors même l'agent peut dire c'est bon, non mais laissez tomber, on ne discute même pas. Ce qui je pense peut arriver dans des équipes françaises qui contactent des grands coureurs, ou alors même le directeur sportif qui regarde, qui voit la fiche de paie du cycliste, qui dit ouais bon c'est impossible. Je trouve que ça déjà c'est la force, même si ça se fait pas, on est déjà sur une avancée pour l'équipe. C'est arrivé, et ça c'est un très bon argument. C'est arrivé plein de fois pendant des années que quand je contactais l'agent, ou avant, qu'il y avait quand même beaucoup moins d'agents, la cycliste en direct, on me disait non, je suis pas intéressé, ton équipe c'est une équipe en développement, elle est pas assez forte. Et il y avait quand même quelque chose qui est revenu quand même souvent avant 2017-2018. Ah non, c'est une équipe française, ça parlera que français. Ça c'était quand même aussi, et je pense que chez les hommes, on le voit, c'est quand même tous les grands leaders étrangers quand on est dans une équipe française, après leur carrière, si vous parlez, ah ouais, l'adaptation, c'est compliqué. Vous regardez la série Netflix, quand vous suivez les équipes françaises, vous dites, voilà, il y a des équipes où tu vois que les étrangers apprennent très vite le français, et c'est très très bien, et ils s'adaptent vite, et ceux qui n'apprennent pas, ne s'adaptent pas, et ne font jamais de résultats. T'as un vrai constat là-dessus. Après, aujourd'hui, c'est vrai que les dernières années, le travail de fond qui a été fait avec le staff et les résultats que les filles ont obtenus font qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de refus pour discuter. J'ai aussi beaucoup plus d'avenants, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans le top 42 mondial, il y avait 25 de mémoire filles en fin de contrat. Sur les 25, il y en a peut-être la moitié qui m'ont appelé d'elles-mêmes, sans que ce soit moi qui appelle les agents. Donc, c'est ça qui est flatteur. Et aujourd'hui, l'ambition, il est claire de l'équipe. L'ambition est de remporter dans les 5 ans les 6 monuments, les 3 grands tours. Donc, quand on pose ça, on sait qu'on a des sponsors fidèles, solides, qui ont de l'ambition avec nous, et qui sont nombreux, parce qu'on a quand même un modèle économique avec maintenant 114 sponsors, on se dit qu'on peut rêver encore plus gros et qu'on peut attirer n'importe qui pendant que ces cyclistes-là valident le projet de l'équipe et les valeurs et l'éthique de l'équipe et qui connaissent l'histoire. Parce que l'équipe, faut pas oublier que c'est une histoire assez singulière. C'est un père de famille qui veut créer
qui veut créer une équipe parce que sa fille va arrêter le vélo, partir à l'étranger, et que lui, il est juste chasseur et chef d'entreprise. Il se dit, je dois tout faire pour ma fille. Et il crée la première équipe, Vienne Futuroscope en 2006. Et après, il prend les gens autour de lui qu'il peut mettre dans chaque métier parce que lui, il y connaît rien au vélo. Il sait juste gérer une entreprise. Il prend quelqu'un en sportif, quelqu'un à la com. Moi, j'arrive dans la famille parce que ça devient ma femme à la compta. Mais c'est juste ça, en fait. Et ça, si on peut s'y retrouver dans ces valeurs, chaque cycliste qui s'y retrouvera et qui aura de l'ambition aura tout intérêt à discuter avec nous. Alors moi j'avais une question Stéphane aussi par rapport à ça. Le programme de votre stratégie c'est 2024-2028. Si je me trompe pas, FDJ Suez c'est jusqu'en 2025. Est-ce que ça veut dire qu'il continue avec vous jusqu'en 2028? On est bien avancé. Demain, je serai avec Suez, avec les 250 top managers, où avec les slots de Croix, on animera un atelier sur les 250 représentants de Suez dans le monde, euh, sur un sujet qui est comment on analyse la data, on utilise l'IA et on la rend plus humaine au service du management. Donc voilà, on a une relation de confiance avec Suez. Il y a encore des détails à régler. Pareil avec FDJ, mais on est sur la bonne voie. C'est une relation de confiance, hein. Par rapport à beaucoup d'équipes, ils sont partenaires mais pas associés. Ils sont pas propriétaires de l'équipe, donc ça prend plus de temps. Mais on est encore à 19 mois de la fin de contrat. Je suis hyper confiant parce que la relation avec les deux présidentes est quand même assez naturelle. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir plus de moyens aussi avec eux ou est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher un autre partenaire pour avoir plus de moyens pour les ambitions futures? Les deux. Les deux. Le deal avec FDJ et Suez, c'est que ils augmentent le partenariat à la hauteur de l'augmentation du niveau de l'équipe, de la visibilité et de notre sport en général. Mais contrairement à un modèle économique normal d'une équipe de vélo, que ce soit féminine ou masculine, c'est qu'ils représentent maximum 60-65% de notre budget total. Ce qui me permet d'avoir d'autres partenaires. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à signer plus haut, plus loin avec eux, mais aussi nous laisser l'opportunité de signer avec d'autres partenaires, comme on l'a fait les dernières années, où on a de nombreux rendez-vous. La semaine dernière, j'étais toute la semaine à Paris avec d'autres prospects qui veulent rejoindre l'aventure et de continuer, à la fois de trouver des partenaires qui ont les mêmes valeurs que nous, qui veulent travailler aussi dans le business avec nos deux partenaires FDJ et Suez pour progresser. C'est le seul moyen que je vois pour pas être dépendant d'eux, pour ne pas leur mettre la pression sur eux et d'aller aussi, ce qui est l'ADN de l'équipe, aller toujours plus haut et plus loin en gardant nos valeurs en numéro un, c'est-à-dire le côté international, le côté qu'on est quand même une entreprise à mission derrière, et qu'on aime plus que tout gagner. Donc pour ça, il faut perdre le moins, il faut perdre le minimum. Donc il faut tout le temps se remettre en question. Il y a eu l'article dans l'équipe il y a quelques jours aussi où tu annonces que finalement ce sont surtout les coûts quotidiens inhérents à une équipe qui ont augmenté et qui forcent aussi à augmenter le budget pour suivre finalement l'augmentation de ces coûts. Tu avais notamment parlé du coût des transports, alors le coût de l'essence qui s'est un petit peu tassé, l'augmentation des coûts de l'essence qui s'est un petit peu tassé là cette année, mais il y a eu une forte augmentation les années précédentes. Tout ça finalement ce n'est pas de l'argent, si l'argent qui rentre, ce n'est pas de l'argent qui arrive pour aller augmenter en priorité la masse salariale, mais c'est aussi de l'argent qui est rentré dans le budget de l'équipe pour suivre l'inflation. En gros, j'ai la chance d'avoir un parcours, que ce soit scolaire et professionnel, qui était dans la finance, et je fais la compta au mois. Là, on est au 30 mai. Et pour moi, le 30 mai, c'est la moitié de la saison de vélo. Donc les coûts, c'est assez facile à comparer d'une année à l'autre parce qu'il peut y avoir des courses qui chevauchent avant, qui étaient au mois de mars, qui sont au mois d'avril et tout. À partir de là, on est capable de bien comparer. L'augmentation des postes les plus importants que je contrôle mois par mois sont l'essence, les péages, parce que on a quand même un nombre de péages en France et à l'étranger important, les frais de déplacement, c'est-à-dire le train, l'avion, le remboursement d'essence, certains, des fois, taxis entre deux gares, le métro, les parkings, les aéroports, l'hôtel et le restaurant. Ces quatre postes-là, je les identifie mois par mois et je regarde l'évolution. On a augmenté de 23% sur ces quatre postes-là, sur les 5, par rapport aux 5 mois de l'année dernière. Donc c'est quand même une valeur très importante, qui sont pas liées que à l'augmentation du billet de train, qui est pour moi le plus flagrant, hein, à l'unité, qui est très important, mais aussi à notre protocole altitude qu'on a mis en place.
on a mis en place un protocole à l'altitude et c'était la raison que Flavien m'a poussé à recruter l'Islot, qui était la spécialité de l'Islot et qu'aujourd'hui qui est notre spécialité d'équipe, de mettre en place quelque chose que les hommes font beaucoup, que nous on a commencé que cette année et qui coûte très cher parce que la rareté des biens pour des expositions se font 3 semaines et il faut mettre quand même du staff, la restauration qui va avec et ce qui a fait exploser nos coûts. Malgré ça, on tient, mais on sait que si on veut continuer, l'exposition elle doit être faite sur le plus grand nombre de cyclistes et qu'il faut plus de cyclistes parce que pendant qu'elles sont en altitude, elles ne courent pas. Donc, il faut quand même qu'on fasse honneur aux organisateurs, donc il faut qu'on soit capable de courir. Donc, c'est pour ça que l'objectif de l'équipe, il est aussi de grandir l'effectif de chaque année. Et nous, la règle, elle est simple. Depuis le début du World Tour, c'est une cycliste embauchée, 2 staffs embauchés. Donc, Ça déjà, me ça fait fait... +3 tous les ans. Voilà. Dans Ce les que faits, tu on a dis, fait +8 en un an. plus vite en un an, c'est quand même énorme. Ouais, c'est quand même énorme, mais bon, l'arrivée de l'Islot, l'arrivée d'une nutritionniste à plein temps, par exemple, qui faisait peut-être 40 jours l'année dernière, qu'on a pris à plein temps. Voilà, c'est l'Islot, Elsa est arrivée. Aussi, un investissement beaucoup plus important qui j'espère se voit, c'est la com qu'on a mis en place depuis l'année dernière et qu'on a renforcé. On a une vraie équipe de com. Aujourd'hui, on a Marius qui est notre directeur com et marketing, photographe en interne de l'équipe, vidéaste dans l'équipe. Aussi, le vidéaste est toujours accompagné d'un autre vidéaste pour les formats courts. Vous voyez sur tous les grands tours et les monuments, notre capacité à produire nous-mêmes un film, ce qu'on a fait sur la Vuelta, que la semaine prochaine on présente au Futuroscope avec peut-être 200 personnes dans une salle de ciné. Ce qu'on fera au Giro et ce qu'on fera au Tour. Voilà, et on a tout internalisé, donc c'est beaucoup, mais à la fois on est capable de répondre à n'importe quelle sollicitation de partenaire. Je vais rebondir sur ce que tu dis, l'augmentation des budgets et l'augmentation aussi finalement le développement du World Tour et du cyclisme chez les femmes. On parle du Tour de France, de passer le Tour de France sur 2 semaines, pourquoi pas une Vuelta sur 2 semaines, que d'autres grandes courses puissent se développer comme ça. Est-ce que aussi ça peut creuser un écart entre les grosses superstructures, en tout cas les grosses structures du cyclisme chez les femmes, et finalement les nouvelles arrivantes, les nouveaux arrivants. On peut les appeler comme ça, hein. Aussi, exactement. Parfois, j'ai l'impression. Parce que quand tu regardes Paris-Roubaix, Tour de France, il y a des équipes, c'est pas le même monde. Enfin, moi, je suis désolé. Moi, je trouve que c'est pas, je suis un peu gêné parfois, en fait, tu vois. Et les plus petites équipes du World Tour aussi, ils les invitaient. Ouais. Je comprends, on est tous gênés, mais vu la vitesse de l'évolution, c'est les effets collatéraux. C'est que tout le monde ne peut pas avancer à la même vitesse. Derrière, oui, il y a de les écarts. Regardez le budget d'une équipe comme Arkea chez les femmes au début et maintenant. Regardez qu'aujourd'hui, une équipe comme Stade Rochelet, Charente-Maritime, qui s'appelle Winspace maintenant, où toutes les cyclistes sont salariés. Mais le meilleur exemple, c'est Saint-Michel. Aujourd'hui, Saint-Michel gagne chez les femmes, a une très bonne image chez les femmes, a un gros niveau chez les femmes, qui aide le budget masculin. Alors que l'équipe femme a existé pour de l'extra budget masculin. Donc, il y a encore des différences, il y en aura encore plus demain, mais le bas monte le niveau quand même. Alors, nous, on va plus vite, c'est vrai, mais oui, ça suit quand même. Il va falloir du temps. Mais le cyclisme féminin a fait en 5 ans ce que le cyclisme masculin avait eu 20 ans à l'époque du World Tour pour le faire. Donc, c'est normal. Moi, j'espère à un moment que ça va stabiliser. Je peux vous faire des prévisions, ils seront fausses. Mais il y a un moment, il va falloir que ça se stabilise parce que il pourra y avoir un décalage entre le réel de retour de visibilité et la réalité des budgets. Mais vous avez des équipes aussi qui n'ont pas de problème de retour sur investissement, qui n'ont pas besoin de montrer à leurs sponsors qu'il y a de la visibilité. Ce qui n'est pas le cas avec FDJ et Suez, où il y a un vrai retour. Ça, c'est dans l'humain. Ils sont pas là que pour compter combien ils ont eu le nom a été cité, combien de fois il a été vu, combien de courses on a gagné. Mais ça fait quand même partie de ce qu'on regarde en fin de saison. Mais il y a des équipes, et chez les hommes, on le voit, les équipes comme UAE, qui eux, ne sont pas du tout dans le même modèle économique. Est-ce que c'est pas la chance du cyclisme féminin, c'est de pas avoir d'équipe comme UAE, justement? On a UAE, c'est le plus gros budget de notre sport, Ouais. Je veux dire, non mais, mais oui, ils gagnent pas. voilà, Moins, c'est ça. ils gagnent beaucoup Voilà, moins. il gagne moins. On est d'accord. C'est Pour ce que je veux dire. l'instant, pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est trop récent? Parce qu'ils ont peut-être pas trouvé la bonne alchimie entre le staff, le recrutement, parce que c'est un pays qui fait peut-être plus peur aux femmes qu'aux hommes, parce que les droits de la femme sont quand même, faut que je reste politiquement correct, donc ne sont pas au Différent. niveau Ne sont pas les mêmes, en tout cas, des voilà. hommes, Ouais. voilà. Voilà. Et les droits de l'homme non plus, hein, ne sont pas au niveau des droits de l'homme de la France, hein, tout court. Et voilà, il y a aussi ce côté que les femmes aujourd'hui
font peut-être plus attention à leur image en tant que femmes et ne vont pas tout chez UAE et l'équipe ne fait pas encore rêver. Peut-être que si demain elle recrute une femme capable de gagner le Tour de France, ça attirera d'autres. Ça fait partie du jeu. Puis le vélo, c'est quand même des cycles. Et il y a des moments où ça va moins bien. Euh, Maintenant, Visma, Lease a Bike, mais anciennement Jumbo Visma, a tout gagné chez les hommes. Cette année, on voit les chutes ont enrayé cette dynamique et que c'est plus dur aujourd'hui. Ils vont revenir, mais c'est un cycle aujourd'hui. Nous, on a la chance d'être dans le bon cycle au niveau de FDJ Suez, avec des partenaires qui ont compris, qui me donnent beaucoup de visibilité en termes de timing et de temps, et beaucoup de liberté dans mon champ d'action, qui nous permet de continuer et peut-être faire un modèle le plus solide possible à long terme. Tu parles de Visma Lease a Bike, c'est une équipe que suit très attentivement François Pierre d'ailleurs au quotidien. Il est d'ailleurs supporter, il a la casquette, il a tout l'équipement. Alors, on peut dire ce qu'on veut de Visma Lease a Bike, mais moi je peux vous en parler on va dire en ayant recruté l'Islot et ce qu'ils font. Ça travaille dur et ça travaille bien. On peut mettre toutes les rumeurs possibles sur eux, mais derrière, ce qu'ils mettent en place en termes de management, en gestion des projets, en guidelines tout court, c'est très structuré et très structurant. Richard Plougueux, il est ce qu'il est, mais c'est un vrai chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui donne à ses sponsors une ligne, qu'ils adhèrent ou ils adhèrent pas, à ses coureurs une ligne, une vision à long terme, et qui travaille sur la performance dans chaque détail, et qui l'explique et qui le fait adhérer à l'ensemble de son staff. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, c'est une entreprise moderne, c'est adapté au cyclisme moderne. Et le décalage d'interprétation, il vient aussi peut-être que c'est une équipe qui n'est pas dans la même culture que nous en France, où c'est très romantique. C'est beaucoup moins romantique à la Visma Lease a Bike et beaucoup plus pragmatique que notre vision qu'on a, nous, Français, un peu latins, un peu dans le sentiment, dans l'émotion. Et eux, ils sont beaucoup moins dans l'émotion, beaucoup plus dans le pragmatisme. Extrêmes. Mais est-ce qu'on peut pas être romantique tout en étant pragmatique? Est-ce que la com peut être romantique? Les relations humaines peuvent être respectueuses. Par contre, le travail de fond peut être très pragmatique. C'est juste. Non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Guillaume sur la vision du sport. C'est vrai qu'on n'a pas la même non plus, et c'est ce qui fait défaut dans le cyclisme masculin aujourd'hui, je pense. C'est les visions qu'on a entre les pays, les différents pays, en tout cas les différents programmes. On peut voir d'entraînement. On s'y est mis très tard en France par rapport à ce que font les pays étrangers. Et j'ai l'impression qu'en cyclisme féminin, je dis pas que c'est différent, mais vous êtes un peu plus précurseur en fait. On a la chance d'avoir une équipe française qui est un peu plus en avance que ce qu'a pu être les équipes masculines françaises dans le World Tour en fait. Parce qu'on a tout à créer. Nous, on a cette liberté qu'on notre sport, il est à créer. On est parti quand même d'une feuille blanche. Alors, une feuille blanche où la feuille était très petite au début. On a été patient, on l'a fait grandir. Mais aujourd'hui, c'est notre chance. Et si c'était pas cette feuille blanche, on n'avait pas autant de liberté. Pourquoi un Flavien Soenen qui était chez Arkea serait venu chez nous? C'est pas pour le financier, parce qu'il y a des écarts de budget encore énormes. S'il n'y avait pas ce côté de liberté, ce côté de plaisir d'entreprendre et de créer, on n'arriverait pas à attirer ce genre de talent. Et pourquoi l'Islot de Croix est venue de la plus grosse équipe en termes de gestion, parce que c'est la même équipe homme-femme chez nous. C'est aussi ça, ce charme du cyclisme féminin et d'être une équipe complètement indépendante du cyclisme masculin, parce que je le répète, des fois on fait un peu l'amalgame. On n'est pas la petite sœur de Groupama FDJ, on est les premiers supporters de Groupama FDJ parce qu'ils portent les couleurs d'un de nos sponsors, mais on est deux entreprises distinctes où on est vraiment, je vais dire, supporters. On veut leur succès, ils veulent notre succès. On a quelques staffs où on est assez proches, mais ça reste deux entreprises indépendantes qui ne concourent pas les mêmes compétitions. C'est-à-dire que c'est quand même deux lignes de départ, deux classements finaux différents. En aparté, vous avez quand même le plus beau maillot des deux équipes, et même peut-être du peloton. Mais ça faut. Non, mais c'était la précision. J'aime beaucoup ce maillot. Il est très très beau. Je sais pas si c'est aussi d'ailleurs chez les Français, il y a Decathlon AG2R chez les hommes et FDJ Suez chez les femmes. Moi, c'est mon petit instant. Après, il faut remettre qu'on a la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Gobic, qui est hyper innovant, qui est très précurseur sur l'innovation, mais qui tente des choses. Et voilà, on a été, je pense qu'on a bien révolutionné, mais on a eu un maillot qui était quand même pas très beau pendant des années. C'était moi aux commandes, donc faut pas oublier cette partie-là. Là, on arrive, voilà, au bout de 3 ans, notre maillot il plaît. Je pense qu'on va casser les codes encore l'année prochaine. Et moi, j'ai la chance qu'aujourd'hui, j'ai une équipe de com qui propose, qui me surprend. Plein de fois, je pense que voilà, ils disent que je suis has-been sur plein de trucs. Je leur laisse la main,
Mais ouais, on n'est pas au bout de cette créativité. Ils ont plein de choses à faire voir au grand public dès l'année prochaine. On va arriver vers la fin de cette interview, de cet entretien. On va passer un peu à la suite, notamment parler du futur. Tu nous as parlé de l'ambition, gagner les grandes courses, les monuments, les grands tours avec cette équipe FDJ Suez. On arrive aussi dans cette fin d'année 2024 avec la rumeur, on a Demi Vollering qui pourrait arriver à la FDJ Suez, un énorme mercato qui arrive aussi parce qu'il me semble que Elisa Longo Borghini notamment est aussi sur le marché cet hiver. Et cet été, donc, va y avoir vraiment de grands mouvements d'ampleur. Et puis, au sein même de la FDJ Suez, on a des coureuses qui ont été les fers de lance de cette équipe lors de ce cycle des dernières années, depuis notamment la pandémie, avec Cécilie Trupp-Ludwig et Marta Cavalli, qui, elles, sont en fin de contrat, il me semble, à la fin de saison. Qu'est-ce qu'il en est pour elles? Est-ce que elles seront à la FDJ Suez la saison prochaine? Est-ce qu'elles sont, alors je sais pas si tu le sais, mais en discussion avec d'autres équipes, qu'est-ce qu'il en est pour elles réellement? Est-ce que finalement on va avoir un changement de cycle avec ces deux coureuses étrangères qui étaient venues pour faire progresser l'équipe, qui l'ont fait progresser et qui pourraient partir? Et finalement, est-ce qu'on va avoir un changement de tête? FP, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, je précise parce que j'ai vu sur la presse, je crois que c'était belge, alors je vais pas dire flamande parce que je la lis pas, mais belge, que Cécilie Trupp-Ludwig est annoncée à SD Works. Comme ça, voilà, on donne les informations qu'on a à ce moment-là. Quand on part du principe que nous, on est en discussion avec les plus grandes cyclistes au monde, il faut accepter que nos leaders sont en discussion avec les autres équipes. Les discussions sont avancées avec Cécilie et Martha. Elles ont beaucoup de demandes. Nous, on est en train de construire, et à un moment, le challenge, il peut pas plaire à tout le monde, qui peut aussi avoir des envies d'un nouveau challenge avec des nouvelles couleurs. Euh, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Tout ce que je sais, c'est que Martha et Cécilie ont porté très très haut le projet de l'équipe et ont permis de l'emmener là où il est, tout comme une Grace Brown, tout comme une Evita Music et plein d'autres. La saison est encore longue, mais il n'y aura pas de conflit avec ces deux. Si elles veulent rester, la discussion est ouverte, on l'échange régulièrement, hein. Alors, pas que des contrats, évidemment, on a comme des rendez-vous qui sont liés surtout aux sportifs et surtout en face à face et qu'aux sportifs, et après c'est avec les agents. Euh, mais tous les scénarios sont possibles parce que vraiment, toutes les grandes cyclistes partent avec nous, et c'est sûr que Martha et Cécilie parlent avec de nombreuses équipes. J'ai une Donc, question, on arrive je me vers une fin permets. de cycle. Alors vas-y FP. Non, vas-y, c'est bien. Non, je rebondis. Donc on arrive, on le sent quand même un petit peu vers une fin de cycle et un nouveau cycle qui doit emmener l'FDJ Suez sur le toit du monde finalement et le toit des plus grandes courses mondiales. Et je me permets de rajouter, Guillaume, est-ce que c'est pas plus dur quand on a grandi avec des cyclistes, justement, qu'on a vu grandir, qui nous ont aidé à nous développer, de les laisser pas, de les voir partir plutôt, je veux dire. Oui, mais c'est le cas aussi avec Clara Copponi. Clara est passée pro chez nous, Clara elle a brillé chez nous, elle brille encore avec Lidl Trek. C'est toujours un plaisir de la croiser, de la saluer, mais ça fait partie du jeu. Humainement, pour moi, c'est le plus dur de mon métier. Mais d'ailleurs, je dois penser au collectif et pas à moi ou à la personne en face. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que pour les années à venir, comme je vous aurais dit la même chose l'année dernière, je me dois de donner à nos sponsors qui nous font confiance l'effectif le plus fort, celui qui va remplir le plus d'objectifs en gardant les valeurs. Et nous, c'est la complémentarité entre les cyclistes humaines qui est importante. Aujourd'hui, c'est impossible de construire une belle équipe juste en disant je recrute les meilleurs. Sinon, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des Champions. Moi, je fais une aparté foot, mais voilà. Bah, nous, c'est pas ça. Aujourd'hui, on construit quelque chose et l'humain derrière. Aujourd'hui, une cycliste qui va venir chez nous, qui me dit je veux être leader et je veux pas travailler avec Evita Music. Pour moi, le rendez-vous, il va être très très rapide avec nous. Toute cycliste qui viendra chez nous, elle le sait qu'Evita est au cœur du projet. Alors, quelqu'un peut être à côté, au même niveau. Evita peut aider cette personne, comme cette personne peut aider Evita. Aujourd'hui, Martha et Cécilie, le plus important, c'est qu'est-ce qu'elles veulent. Quelle est leur étape? De quoi elles ont envie pour être encore plus heureuses? Quel est leur objectif personnel? Est-ce que ça sera avec sous les couleurs d'FDJ Suez? Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, ce sont de très belles personnes et deux grandes championnes qui brilleront, peu importe où elles iront. J'ai juste une question un petit peu transfert, hein, pour celles et ceux qui nous regardent quand même. Est-ce que quand tu as négocié il y a quelques années avec des cyclistes et aujourd'hui avec l'ambition de la FDJ Suez d'aller plus loin, plus haut, et en tout cas, comment dire, d'avoir des coureuses qui sont plus importantes, qui demandent un plus gros salaire, est-ce que il n'y a pas le jeu de la surenchère aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant?
Ou avant, on va dire que c'était plus de la négociation, alors qu'aujourd'hui, peut-être une cycliste comme Demi Vollering par exemple, je dis ça comme un exemple, hein, elle dit ok, moi je demande tant, vous donnez combien, puis elle va voir l'autre équipe à The Works, ok j'ai tant de eux. Est-ce que ça se joue comme ça ou pas vraiment dans ce monde-là? Non, non, pas du tout. J'ai des échanges, il n'y a plus de période de transfert. On parle tout le temps avec les agents, de janvier à décembre. On en parle tout le temps, on essaye de mieux se connaître. Le fait qu'il y ait des vidéos, ça permet aussi de faire des rencontres n'importe quand et n'importe où. On n'est plus à l'arrivée des courses dans les aéroports. Ça se fait plus, ou ça se fait, mais différemment. Donc, on n'est plus là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges et je vois que les cyclistes prennent. Alors, le salaire est important. Il y a une négo, mais tout autant que le matériel. Aujourd'hui, de savoir avec quel cuissard vous roulez, quel vélo vous allez rouler, quels entraîneurs vont entraîner la cycliste, c'est vraiment très très important. Et après, elles font leur choix. Sinon, UAE aurait les 10 meilleurs cyclistes au monde, c'est sûr. Oui, mais parce que le salaire, on sait qu'en France, enfin, le handicap, je me permets, parce que c'est ça aussi, c'est toujours pareil, avec les charges il y a une meilleure sécurité, on l'a vu époque Covid, hein, qui a été un avantage pour beaucoup de Mm. cyclistes, mais aujourd'hui, voilà, le Covid n'est plus là, et je pense peut-être que aussi, c'est l'odeur de l'argent, c'est triste à dire. Est-ce que dans le cyclisme féminin, c'est déjà arrivé comme un peu chez les hommes, quoi, on voit aujourd'hui? Oui et non, mais tout s'explique. Aujourd'hui, il y a plus de couverture sociale. Il y a la retraite, congé maternité, en cas de chute. Si t'es self-employed, en cas de chute, c'est toi qui dois faire ton rapatriement et tout. L'équipe n'est pas, est juste censée vérifier que tu as bien la bonne assurance. On a une réputation, l'équipe. Aujourd'hui, je suis persuadé que nous, on achète peut-être moins cher que trois quarts des équipes parce que on a cette réputation d'avoir zéro dossier éthique contre nous à l'UCI depuis 19 ans, zéro impayé. Vous avez jamais entendu d'histoire qu'on n'a pas payé les salaires, qu'on n'a pas souscrit une assurance complémentaire. Alors ça, c'est typiquement français, on couvre tout. Par contre, ça s'explique. Et aujourd'hui, il y a 95% de très bons agents qui comprennent. Donc après, on compare ce qui est comparable. Oui, quand on est dans l'optimisation des gros salaires, il y a de l'optimisation fiscale et tout, mais pas que. Et on verra vraiment là. Alors, je sais pas sur les 25 s'il y aura 25 changements d'équipe ou il y en aura que 5 par exemple. Mais on aura une tendance de ce qui est devenu le cyclisme féminin sur cette année qui sera une année de référence quoi qu'il arrive. Ça sera cette année que elles veulent de la stabilité et que selon les transferts des équipes, c'est pas l'argent qui a fait le transfert. Où il y a beaucoup de mouvements, mais on voit qu'on va dans les équipes les plus solides et celles qui ont les meilleures réputations. Où ça part dans tous les sens parce qu'elles veulent chacune leader de chaque équipe. Où là, on sera sur le côté que chaque leader est très individualiste et veut tout gagner. Et c'est là où on verra vraiment le paysage du cyclisme féminin mondial. Là, on est au mois de juin. On pourra en parler en octobre et je vous donnerai mon analyse la plus honnête possible, hein. Bon, ça veut dire qu'on se retrouvera en octobre, Stéphane, pour débriefer cette année. Et c'est vrai que pour terminer, on va avoir sans doute un mercato assez historique chez les femmes. Et en même temps, on a ces courses qui sont arrivées. Ça y est, maintenant, on a un Giro, une Vuelta, un Tour de France qui sont amenés peut-être à se développer. Je te pose la question, est-ce que toi, tu es pour à ce que le Tour de France passe maintenant sur 2 semaines, rapidement, peut-être dans les 3-4 prochaines années, ou alors on en était au début, comment dire, sur les pionnières. La première édition, c'était les pionnières du Tour de France. Elles sont là, elles sont arrivées, c'est énorme déjà qu'il y ait 8 jours de course. Là, est-ce que maintenant on voit que ça prend vraiment? Est-ce qu'on se dit très rapidement, dans les 5 ans, on va avoir le Tour de France sur 2 semaines notamment? Je vais dire oui, sur un 2 semaines. Est-ce que c'est dans 3, dans 5 ou dans 7? Il faudra être très vigilant sur les chiffres 2024 parce qu'on sera sur une année où le Tour de France est après les Jeux Olympiques. D'un lundi au dimanche, je pense qu'il y aura des situations intermédiaires. Et là, il faudra être très bon dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il y aura un samedi et un dimanche sur un 9 jours ou sur un 10 jours, un vendredi avec un prologue, voilà. Un vendredi et un dimanche. Là, il faudra bien analyser l'impact de rajouter des étapes. Pour mon équipe au thème structurel, là, on est prêt à 15 jours, ce qu'on n'était pas prêt en 2022. Là, si on nous met à 15 jours demain, les femmes sont prêtes à faire 3 semaines, hein. J'ai pas de doute sur la capacité physiologique à le faire. Il y a trop d'écart, on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce que FDJ Suez est prêt que le cyclisme féminin est prêt. Et là, ça va être une question de timing. Et le Tour de France a un rôle. C'est-à-dire que c'est le baromètre du cyclisme féminin mondial. Maintenant, c'est clair. C'est le baromètre pour la Vuelta. La Vuelta est aussi belle parce que le Tour de France est arrivé. Le Giro était notre modèle de référence, passe sous RC cette année. Et j'ai bon espoir que ce soit un très beau Giro. Une fois qu'on aura fait ça, on passera sur 9 jours. Ça marche bien. Il faudra doubler les points des grands tours, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un Tour de Bretagne, un Tour de Grande-Bretagne, il y a autant de points qu'un Tour de France. Voilà, il va y avoir ces étapes-là intermédiaires. Est-ce que le cyclisme féminin va avoir besoin de 3 ans ou de 5 ans? C'est une question d'année, mais c'est sûr que si on travaille bien et dans le bon sens, ça va le faire. J'ai pas de doute avec ASO. J'ai pas de doute donc avec Unipublic.
j'ai pas de doute avec RCS, et vous allez voir qu'RCS va nous annoncer un Milan-San Remo, et j'espère surtout, moi, un Tour de Lombardie, parce que c'est nos caractéristiques, mais Milan-San Remo va arriver, voilà. Et là, on aura vraiment, voilà. Mais il faudra pas enlever Binda, une course historique de notre calendrier. Il faut laisser faire. Il y a une conjoncture économique qui est pas simple avec le monde de l'industrie du vélo qui gagne plus d'argent, qui vend plus de vélos, qui va impacter les budgets demain aussi. Donc c'est tout ça qui va arriver où profitons de ce qu'on fait vraiment dans le cyclisme féminin. Euh, on va essayer d'accroître encore toutes les personnes qui sont intéressées par notre sport, avoir un public de plus en plus large qui peut être le même que le cyclisme masculin, mais qui peut être différent. Continuer à travailler dans le temps pour que ça devienne vraiment un modèle économique solide pour les organisateurs, parce qu'on parle beaucoup des équipes, mais on n'est qu'un tiers des stakeholders. En gros, il y a les équipes, les coureurs et les organisateurs. Et aujourd'hui, je pense que les coureurs sont bien protégés par les équipes. Les équipes ont une progression, alors pas toutes, mais importante. Mais il faut surtout pas oublier les organisateurs qui sont sur un système quand même, hormis les grosses organisations, de bénévolat. Et là, je suis assez inquiet aujourd'hui pour eux. Et là, je veux beaucoup de solidarité parce qu'il nous faut des belles organisations avec des belles personnes qui sont capables de bien organiser, et ça passe par la sécurité. FP, tu as la dernière question de cet entretien avec Stéphane Delcourt. Vas-y. Responsabilité tout de suite. Ouais, donc tu vois, quelle pression dernière question. Non, c'est pas forcément une question spécifique, mais c'est vraiment un peu ton sentiment. J'ai envie de l'avoir. C'est quelle est la course que tu rêves de gagner, que tu n'as pas gagné évidemment, avec FDJ Suez. Parce que moi je pense à ça, c'est Paris-Roubaix, ma course préférée, mais toi c'est laquelle? Où tu veux voir, t'auras la larme à l'œil quand tu la verras. Le Tour de France. Sur le podium. Politiquement correct, oui, je dois vous dire le Tour de France parce que c'est quelque chose qui fait rêver. Mais si je suis honnête, vous devez regarder derrière moi et vous devez savoir quelle course me fait le plus rêver dans le côté romantique. Strade Bianche. Strade Bianche. Et voilà, Stéphane Delcourt aimerait gagner la Strade Bianche, que l'équipe FDJ Suez gagne la Strade Bianche. Économiquement, en tant que patron d'équipe, je dois vous dire le Tour de France parce que elle représente 70% de mes revenus. Donc, si on pouvait gagner les deux très vite, ça m'enlèverait ce choix. Mais oui, je veux dire, la boucle sera bouclée sur la première histoire de l'équipe au niveau du très haut niveau, parce qu'on n'était pas au haut niveau avant, une fois qu'on aura remporté ces 6. Alors, on a déjà gagné l'Amstel et la Flèche, mais comme on a un nouveau site, j'ai remis les compteurs à zéro. Cette année, on a remporté Liège. On a gagné une très belle étape sur la Vuelta, donc c'est pas la Vuelta, mais on est dans le game. Il y a les deux autres grands tours qui arrivent, et puis peut-être que sur une année, tout est possible. Il y a des années où on gagnera rien. Et peut-être que 2025 sera l'année où on gagnera 3 classiques et notre premier grand tour. Parce que faut pas oublier un truc qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais porté le maillot de leader sur un grand tour. Alors c'est dire, on est top 5 mondial pendant 3 ans, mais on n'a jamais porté. Alors SD Works le porte tout le temps, ou Van Vleuten. Et le constat, c'est ça. SD Works, c'est encore largement la meilleure équipe au monde, mais baisse, on va dire, en impact sur les grandes courses. Le Giro, l'objectif, il est clair. C'est on veut le maillot rose le soir du Giro. Première étape, faut être en rose. Bon, on l'enregistre, on va l'encadrer. Le jour du départ du Giro, on va le ressortir aussi. Bon, en tout cas, aussi, faut maintenir l'hégémonie sur la Vienne classique. C'est à domicile. Là, par contre, tu peux pas te louper, Stéphane. C'est pas possible. Ouais, après on va dire jamais 203. Depuis qu'on a changé l'arrivée, que l'arrivée chez moi à Châtellerault, on n'a jamais perdu. Ce sont des sérieux de course où on domine pas du tout la course. Donc c'est pas du tout la course qu'on domine, c'est pas le circuit que les cyclistes aiment. Il y a une belle motivation de l'équipe, mais je pense que je suis plus motivé que les cyclistes au départ. On va essayer de le faire et on va le faire aussi pour l'organisateur, pour Alain Clouet, d'être toujours l'équipe de référence, de jouer. Si on peut le gagner 3 fois, on le fera, mais je suis sûr que l'effectif fera tout pour gagner. Après, on aura 3 équipes pour le tour contre nous. Ce sera un beau plateau le 21 juillet cette année. C'est pas grave, on est à domicile, faut remporter Poitou-Charentes en force. Poitou-Charentes, en Nouvelle-Aquitaine, c'est très important, mais oui, gagner une étape au tour, quand même, on l'a vu avec Cécilie, ça a un impact très fort sur l'équipe, et qu'aujourd'hui, de se dire que une Evita Music va être très très forte et dure à battre si toutes les planètes s'alignent à l'Alpe d'Huez. J'ai une dernière question, j'en profite. Evita Music, juste un dernier mot, je suis désolé. C'était par rapport à la non-sélection aux Jeux Olympiques, que je trouve personnellement, j'allais dire scandaleuse, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas pas du tout méritée. Elle devait y être par rapport à ses performances. Comment tu le vois, là, toi? c'était cher. Après, l'argumentaire de Paul Brousse, il est clair. Alors moi, je l'ai eu en direct, mais il est persuadé que ça va arriver au sprint. Il est persuadé que la France n'est pas une nation qui aura le leadership. Moi, je pense que si les courses est dure, que Montmartre se monte vite,
un scénario de course de Jeux Olympiques, il y aura de la différence. Il se peut que les meilleurs sprinteurs ne passent pas. Et je partage avec lui qu'on n'a pas de grande sprinteuse française, euh, mais qu'on a un rôle à jouer parce que le cyclisme féminin français est fort. Oui, je suis pas objectif parce que on a travaillé tout l'hiver pour l'objectif de Evita Music qui était les JO. C'était pas le Tour de France, c'était pas la Vuelta, c'était pas la Flèche, c'était les efforts courts et on l'a travaillé pour. Regardez le résultat. Donc, je suis persuadé qu'Evita avait sa place dans l'équipe de France sur une équipe ambitieuse. Après, Paul a ses arguments que je trouve pas au niveau de l'équipe de France, mais je suis pas sélectionneur. Si demain aux Jeux Olympiques, ça arrive au sprint et qu'une Française fait une médaille, il aura eu raison. Aujourd'hui, je pense qu'il a tort, mais je respecte sa sélection. Je suis juste seulement déçu pour tout le travail qu'Evita a fait, ce qu'elle a prouvé, et surtout dans la spécialisation de l'entraînement qu'elle a fait pour être forte le jour J pour ce type d'effort. Et qu'Evita est une gagneuse. Citez-moi une Française qui peut gagner des courses aujourd'hui. Juste Cédric Carbaol. Aux Jeux Olympiques. Ouais. Cédric Carbaol est la seule pour moi qui sait gagner des courses en France aujourd'hui. Et Evita en World Tour. Cédric, on l'a vu à Durango, qu'elle a osé tenter contre. C'est solide, Juliette. C'est très solide. Mais ça gagne pas pour le moment. J'espère qu'elle va vite gagner. Et c'est une athlète quand même de top 5 dans le Tour de France et elle a sa place pour le contre-la-montre. Mais qu'aujourd'hui, quand on est une équipe de France chez nous, on peut pas dire, et ça ce sont ses mots, qu'il va falloir des circonstances de course pour que la France gagne. Je suis désolé. La France doit gagner parce que rien n'est écrit à l'avance, parce que c'est chez nous, parce qu'on est une grande nation de notre sport et on a une génération de talents qui arrive, qui est très forte et qu'aujourd'hui, il fallait faire confiance à cette génération. Après, Paul a pris un parti pris. Il a été très droit et je le respecte là-dessus, que Victoire Berthaud serait la leader et qu'il veut 2 coéquipières derrière. Victoire a fait une très bonne saison. Mais qui fait la piste aussi, Victoire Berthaud. Et voilà, c'est là où il peut y avoir, est-ce qu'elle va être forte sur la route mais pas sur la piste, truc comme ça. Il y a débat, mais il y a qu'un seul sélectionneur et on doit respecter sa sélection. Moi, je peux juste être déçu pour Evita, mais Evita gagnera sur le Tour. Je ferai tout pour. Avec tous nos staffs, on fera tout pour qu'Evita aille au bout de ce Tour de France au plus haut, que ça soit sur une victoire d'étape ou sur le général, mais elle va tout donner et l'effectif, sera autour d'elle. Je vais rappeler quand même que la sélection pour les Jeux Olympiques, c'est Audrey Cordon-Rago. Avec tout le respect que j'ai pour Audrey Cordon-Rago et qui a fait énormément pour le cyclisme chez les femmes, je suis pas sûr qu'elle ait les résultats en adéquation avec une sélection pour les Jeux Olympiques, alors que Cédric Carbaol et alors que Evita Music ne sont pas retenus. Et il y aura aussi donc Juliette Labousse et Victoire Berthaud qui doublera avec la piste, ce qui donne une sélection à 3. Il y avait que 3 places, mais une sélection qui fait débat et on vient d'en parler justement. Mais restons confiants et faisons confiance à Paul Brousse. On verra après s'il a eu raison ou tort. Ça sera très facile d'analyser. Moi, je vous donne mon ressenti à chaud. Mais c'est le sélectionneur et il y a un scénario où, si le scénario, il est comme il est, on a juste une différence d'appréciation du niveau du cyclisme féminin français qui a quand même de beaux jours dans lui. Ouais, et quand on voit les choix qui sont faits, Victoire Berthaud aussi est une très bonne cycliste et une future très grande cycliste aussi, on pense bien. Et la championne de France en titre. Et championne de France en titre, évidemment, à Cassel. Sur un magnifique championnat de France. Ouais. Effectivement. Ah, il faudrait se faire tous les ans à Cassel. Je suis désolé, mais. Non, on fait pas 2 et 3 tous les ans. J'ai besoin de dormir un peu, moi. Bon, allez. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Delcourt, d'avoir été avec nous. J'en profite juste quand même. Pour te dire à quel point j'ai envie de te dire bravo pour le développement de cette équipe FDJ Suez aujourd'hui, le travail qui a été fait, cette équipe qui a bientôt 20 ans d'existence, de la petite équipe qui était en Vienne jusqu'à finalement ce haut niveau World Tour aujourd'hui, c'est un modèle de développement et c'est assez magnifique à voir, donc je voulais quand même te le dire de vive voix en face parce que c'est juste chapeau. Merci de votre soutien, mais voilà, maintenant c'est 44 personnes l'équipe FDJ Suez, donc je représente les 44 ce soir, mais je vois que les mécaniciens sont encore dans l'atelier et qu'il est 20h40. Alors soit ils m'attendent pour me dire quelque chose, mais il n'y a pas de secret, c'est le travail. On en profite. FP, bonne soirée à Stéphane et à très bientôt dans le Vélo Podcast. À bientôt. Ciao. Merci Stéphane. Bonne soirée à tous. Au revoir.